y para iniciar, también para anclar toda esta energía, luego abrimos, seguimos con preguntas. Est-ce que ça vous semble bien si on commence comme on a fini la dernière fois, avec quelques chants et ensuite on continuera avec les questions? Sí. Súper. Entonces, Mari, ¿me permites compartir pantalla? Sí. Marie, il faut partager. Bueno. Bueno, las que tengan un tamborcito, una maraquita por ahí cerca, si quieren, pueden abrirlo, tenerlo. Celles qui ont des instruments, des tambours, des maracas, quelque chose, vous pouvez le prendre avec vous. Bueno, como nosotras vimos en los cursos, los cantos son muy medicinales y los cantos son formas de curarnos también. Comme on a vu durant les cours, durant les transmissions, les chants, c'est des chants sacrés qui se transmettent et qui ont le pouvoir de nous guérir. Y parte de la medicina tradicional trabaja con cantos, oraciones, rezas, porque son formas de trabajar con nuestra psiquis y con nuestro espíritu. Et donc, une partie de notre médecine traditionnelle, c'est la médecine à travers les chants parce qu'ils ont le pouvoir de guérir notre cœur, notre esprit, notre corps. Entonces, habíamos visto que hay 2 toques básicos, hay muchos más, y vamos a hacer el primero. On a vu qu'il y avait 2 types de battements possibles, enfin 2 de base avec le tambour. Et donc là, on va faire le premier. El primero sería como la batida del corazón, que dijimos que era como el pow-wow, un toque seco y el otro amplio. Donc le premier, c'est le battement sur 2 temps. Donc le premier, un sec, puis un ample. Donc ce serait comme les battements du cœur. Él puede ser lento o rápido, así. Seco y el otro es un rebote. Donc le premier, c'est un mouvement sec et ensuite c'est juste le retour de battement en fait qu'on entend. Y el segundo es 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces vamos al primer canto, que es el que vemos ahí en la pantalla, el que está allá arriba está en español. Y es un canto que va muy bien en todas las ocasiones, motivos, porque es un canto de fuerza para las mujeres. Donc on va faire le premier chant. C'est un chant qu'on peut faire dans plein de moments différents, un chant de motivation pour les femmes. Entonces yo voy cantando, ¿vale? Y ustedes van entrando en la medida que se sientan con confianza para entrar en el canto. Donc, je vais commencer à faire le chant et dès que vous vous sentez à l'aise, si vous le voulez, vous pouvez reprendre avec moi. El primer toque, un poco más rápido. Y sé lo que quieres ser, de a dónde quieres ir, te guía el amor.
vez. Mujer arcoíris, sé lo que quieras ser, ve a donde quieras y te guía el amor. Mujer arcoíris, sé lo que quieras ser, ve a donde quieras y te guía el amor. Mujer arcoíris, sé lo que quieras ser, ve a donde quieras y te guía el amor. Mujer arcoíris, sé lo que quieras ser, ve a donde quieras y te guía el amor. Mujer arcoíris, sé lo que quieras ser, ve a donde quieras y te guía el amor. Mujer arcoíris, sé lo que quieras ser, ve a donde quieras y te guía el amor. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal? Qu'est-ce que vous en avez pensé? ¿Sí? ¿Más o menos? Il n'y a pas un souci de son, les filles, là? Moi, j'entends rien du tout. Moi non plus. C'est à quelle Ouais, heure? moi aussi, il y a des moments où je m'entends pas trop. Alors moi aussi j'entends en coupure, j'entends quelques battements de tambour et après ça coupe et après j'ai un peu de voix et après ça coupe et Ouais. Moi, pareil. Ouais. Le tambour, il est difficile à percevoir si on n'a pas la voix. Ça doit être son micro qui sature, non? Ouais, est-ce que tu peux lui traduire, possible. Marina, que le temps Ouais. sur Zoom, c'est pas le top. Sí, Lalita tuvo algunos problemas, es que no pudimos escuchar totalmente bien. Bueno, pudimos escuchar un poco, pero a veces cuando tocas el tambor, tal vez es demasiado fuerte para tu micrófono, o no sé, pero no se escucha. Súper. Ah, bueno. Voy a tocar más pasito pero la letra se entiende, ¿cierto? Elle dit d'accord, je vais essayer de taper le tambour plus doucement. Et est-ce que vous comprenez le chant? Donc, femme, arc-en-ciel. Il faut savoir ce que tu veux et aller où tu veux aller. Laisse l'amour te guider. Bueno, no sé el segundo canto. Este canto es a la madre Tonantzin, que es la madre tierra. Donc, le deuxième chant, c'est pour la mère Tonantzin, c'est la mère terre. Entonces aquí está en náhuatl, que es la lengua tradicional mexica, y al lado está la traducción en español. Donc, le premier, c'est en langue traditionnelle mexica et la deuxième partie, c'est en espagnol. Entonces, yo la voy a decir primero, ¿vale? Y después lo hacemos con el tambor. Donc, d'abord, elle va le parler, le chanter, et ensuite le faire avec le tambour. Wey Tonantzin, Tonantzin, wey Tonantzin, Tonantzin, wey Tonantzin, Tonantzin, wey Tonantzin, Tonantzin, Ipalnemowani, no Tolotatsin, Tlaxocamati, Tonantzin, Ipalnemowani, no Yolotatsi, Tlaxocamati, Tonantzin. Esa sería la melodía. No sé si les quieras traducir, Marina, lo que significa, lo que dice la canción. Donc, ça, c'était la mélodie. Et pour la traduction des paroles, alors, Tonantzin, ça veut dire grande, c'est pour toi que je vis,
dans ton cœur vénérable. Merci. Je te vénère, grande mère. Y este es un canto de fuerza, ¿no? Es un canto muy guerrero y es un canto que trae cuando estamos necesitando anclar, ¿no? Necesitamos como enraizarnos. Este es un canto que trae esa fuerza. Donc, c'est un chant d'ancrage. C'est un chant qui est fort et c'est pas un chant de guerre, c'est vraiment juste un chant puissant d'ancrage qui nous amène à cette force de connexion avec la terre. Y el toque es igual como lo vimos ahorita. Es 1, 2. Ah, ça fonctionne plus. Ouais, le battement du tambour, c'est le même que le premier. C'est 1, 2, c'est le sec et le mouvement du retour. Pero Entonces, Lalita, cuando tocas el tambor no se escucha. se va a tocarlo pasito y va a tenerlo aquí abajito y ahí canto. ¿Sí? Sí. Tal vez puedes alejarte un poco del micrófono, no sé, porque no Dime. funciona. Cuando tocas el tambor no se escucha, no funciona más. Tal vez estás demasiado cerca del micrófono, no sé, con el tambor no se escucha. Sí. No, yo creo que es así, pero lo va a tocar bien pasito. Para que se pueda escuchar. Solo como para marcar el ritmo. ¿Sí? Okay. Ahí está bien el tambor. Mm. Entonces yo voy cantando y cuando ustedes se sientan pueden ir entrando. Donc je chante et quand vous le sentez, vous pouvez me rejoindre. Wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, ipal nemo wani no yolo tatsi, tlaxo kamati tonansin. Ipanemo wani no yolo tatsi, tlaxo kamati tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, ipalnemo wani no yolo tatsi, tlaxo kamati tonansin, ipalnemo wani no yolo tatsi, tlaxo kamati tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, ipalnemo wani no yolo tatsi, tlaxo kamati tonansin, ipalnemo wani no yolo tatsi, tlaxo kamati tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, wai tonansin, tonansin, ipalnemo wani no yolo tatsin, tlaxo kamati tonansin, ipalnemo wani no yolo tatsin, tlaxo kamati tonansin. ¿Se escuchó mejor? Sí, perfecto. C'était bien. Es un canto muy bonito también para iniciar, ¿no? Si vamos a empezar un círculo de mujeres, sea de posparto, de ginecología, ¿cierto? Es un canto también muy bonito para despertar a la placenta. Cuando vamos a hacer la medicina placentaria, se dice que se hay que despertar la placenta con cantos también.
Entonces es un canto lindo para eso. Donc, c'est un super chant pour initier des cercles, des cercles de femmes, par exemple. Cette mission, c'est aussi un chant que l'on peut faire quand on fait les médecines placentaires, c'est chant qu'on peut chanter. Este tercer canto es un canto muy bonito para honrar la vida de las mujeres, ¿no? De todas nosotras. Entonces es un canto que funciona muy bien para todo lo que vimos en los cursos, tanto para el parto, para el posparto, como para acompañar diferentes procesos. Donc ça, c'est un super chant pour honorer les femmes. Donc c'est vraiment un chant qu'on peut faire pour tout ce qu'on a vu dans toutes les transmissions, autant pour le postpartum que pour les moments plus rituels de Yonistin, etc. ¿Te gustaría traducirlo para que sepan qué dice? Ah, vous m'avez entendu? Oui. Ouais. Oui, et on aurait dit vraiment des battements de cœur très dynamiques. C'était rigolo. Le tambour, c'était vraiment chouette, là, je trouvais. Le han gustado mucho el tambor que parecía mucho al corazón. Sí. Y el tambor es el corazón. Se dice que el tambor es el corazón del Gran Espíritu. Entonces cuando lo tocamos es como colocar nuestro corazón en armonía con el corazón de la creación. Et oui, on dit que le tambour, c'est le cœur du grand esprit. Donc, quand on fait battre, quand on fait chanter le tambour, on se met en harmonie avec le cœur de la création, de l'univers. Pour moi, c'était très agréable. Ça met une tonicité et ça a dégagé beaucoup de chaleur globalement dans mon corps avec comme alors c'est un peu bizarre à dire, mais comme si ça mettait de la pulpe en dessous de mes pieds. Voilà, comme si d'un seul coup le volume de chair en dessous de mes pieds était plus épais. A mí me gustó mucho también y me parecía como si hubiera más calor de repente y también pasó algo abajo de mis pies, como sentía una pulpa o algo de vibración dentro de mis pies. Qué lindo, qué lindo. La tierra, ¿no? Es un canto con la tierra, qué lindo escucharlas. Oui, c'est un champ de connexion vraiment profond avec la terre. Ça me fait plaisir au retour. Marina, dile que estoy muy honrada que ella esté aquí, que una persona tan sabia, tan mayor, ¿no? Que honro mucho su cabello, sus canas, como que para mí es un honor que ella esté aquí con nosotras. ¿Quién? La mujer que acabo de hablar, que tiene el cabello blanco, tan linda. La femme qui vient de parler, je ne sais pas c'est quoi son nom, elle m'a dit qu'elle est très heureuse que tu sois là avec nous et elle honore ton chemin et elle est très heureuse que tu sois avec nous. C'est Martine, il me semble. Oui, c'est moi qui viens de parler. Merci. Merci beaucoup. Bueno, vamos para el tercer canto. Y después vamos con preguntas y luego podemos hacer más cantos. ¿Un canto más, dijiste? Vamos a hacer este canto y vamos a las preguntas y luego podemos cantar más si quieren. Ok. Alors, elle a bien faire ce dernier chant. Ensuite, on passera aux questions. Et si on a le temps, et si vous voulez, on fera plus de chants à la fin. Este es un canto más suavecito. Este
Este es el segundo toque que les dije. Donc ça, c'est un chant plus doux. Et donc, c'est avec le deuxième battement que je vous ai dit, avec les 3 temps. ¿Ellas ya saben qué significa esa canción, Marina? ¿O tú le puedes traducir antes de que empecemos a cantar? Alors, la traduction de ce chant. Tout le pouvoir est à l'intérieur de moi, tout le pouvoir de la lune, tout le pouvoir est à l'intérieur de moi, tout le pouvoir de la lune. Je célèbre ma vie à faire, je célèbre la vie, le chemin accompli et celui qui reste encore à faire. Todo el poder está dentro de mí, todo el poder de la luna, todo el poder está dentro de ti, todo el poder de la luna. Celebro mi vida, el camino andado y el por recorrer. Celebro tu vida, el camino andado y el por recorrer. Todo el poder está dentro de mí, todo el poder de la luna, todo el poder está dentro de ti, todo el poder de la luna. Celebro mi vida, el camino andado y el por recorrer. Celebro tu vida, el camino andado y el por recorrer. Todo el poder está dentro de mí, todo el poder de la luna, todo el poder está dentro de ti, todo el poder de la luna. Celebro mi vida, el camino andado y el por recorrer. Celebro tu vida, el camino andado y el por recorrer. Todo el poder está dentro de mí, todo el poder de la luna, todo el poder está dentro de ti, todo el poder de la luna. Celebro mi vida, el camino andado y el por recorrer. Celebro tu vida, el camino andado y el por recorrer. Ajá. Bueno, ¿les gustaría hacer algún comentario antes de que comencemos con las preguntas? Est-ce que vous voulez faire quelques commentaires, s'il y en a, avant qu'on commence les questions? Non. C'est juste très joli. Voilà. Moi, j'accueille tout simplement. Solamente está maravilloso. Tan lindas. Bueno, entonces comenzamos con las preguntas. ¿Qué dudas tienen? ¿Quedaron? Ok, alors on peut commencer avec les questions, les doutes. Moi, j'ai des personnes qui m'ont écrit, qui ne sont pas présentes et qui avaient des questions à poser. Alors, si tu peux traduire, Marina, il y avait une question de Marine qui souhaitait avoir plus d'informations sur la préparation de la boisson au cacao. Entonces hay una pregunta de una mujer que no está aquí sobre la preparación de la bebida con el cacao. Uh-huh. ¿Cómo se prepara? Pregunta. Sí. Bueno, entonces, pues bueno, el cacao tradicionalmente se utiliza sin dulce, sin ningún tipo de endulzante.
Pero si utilizamos uno, intentamos que sea el más puro posible. Traditionnellement, on utilise le cacao à l'état pur, vraiment pur. Après, si on veut ajouter des choses pour que le rendre plus doux et avec des goûts, on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit des ingrédients le plus purs possible. Entonces colocamos agua a hervir, ¿cierto? Y en el caso de que le coloquemos, acá en Sudamérica hay algo que se llama panela, no sé si hay algo similar, que es de la caña. ¿La conoces? Si, si. C'est igual française cannelle. Donc, on met et donc, eux, parfois, ils rajoutent de la cannelle à l'intérieur. La lucarne, Marina, ça a coupé. Est-ce que tu veux bien reprendre ta phrase? Ah mince. Oui, donc normalement, ça se prend juste à l'état pur. Mais dit que parfois, on peut mettre des ingrédients purs, enfin purs, qui soient vraiment bio, etc. Et donc, eux, par exemple, ils peuvent utiliser de la cannelle. Donc, en premier, on met de l'eau à bouillir avec de la cannelle, une décoction de cannelle. Y cuando el agua esté hirviendo, le agregamos el cacao, ¿vale? Entonces, lo ideal siempre es que sea cacao y no chocolate. Y si utilizamos chocolate, que sea por lo menos al 70%. Et donc, une fois que ça bout, on rajoute le cacao. Le chocolat, il faut vraiment faire en sorte que ce soit le plus haut pourcentage possible, au moins 70%. Y cuando colocamos el cacao, hacemos la cruz mexica. ¿Se acuerdan que les dije que era de derecha a izquierda, de arriba para abajo, antihorario y horario? Et donc, quand on prépare le cacao, on fait la croix mexica. Donc, si vous vous souvenez de comment on fait la croix, comme je viens de le montrer là, d'abord dans les sens contraires des aiguilles d'une montre. Y en ese momento es que le colocamos el propósito, la intención, el rezo. ¿Cómo lo podemos hablar o simplemente pensarlo? Et c'est à ce moment-là qu'on dépose nos intentions dans la médecine du cacao, qu'on fait nos prières, nos chants. Ça peut être des intentions qu'on va dire à l'oral ou juste mentalement. Y le podemos colocar una pizca de canela también y de cardamomo al cacao. Et donc, on peut y ajouter une pincée de cannelle et de cardamome, si on veut. Marina, on t'entend très mal. Pardon. Ah, mince. Ouais, tout est saccadé. Elle disait qu'on peut rajouter une pincée de cannelle. Ça va pour vous, les filles? Ou est-ce que... Non, ça va pas. Ouais. Pas du tout. Esther, En tout cas, c'est compliqué. est-ce que tu serais OK de prendre la traduction? Oui, Ouais, merci beaucoup. Super. vous m'entendez bien parce qu'il y a un énorme orage vers chez moi. Donc... Bah écoute, c'est plus fluide que chez Marina. Donc là, elle disait qu'on peut rajouter une pincée de cannelle ou de cardamome, du coup. Bueno. Entonces, cuando esté hirviendo, ¿recuerdan que yo les mostré que hay un molinillo que es como algo para batirlo? Se hace este movimiento. Donc là, elle dit que quand l'eau bout avec le cacao à l'intérieur, lors de la formation, elle nous avait parlé d'un outil qu'on pouvait utiliser pour battre le cacao en faisant le mouvement qu'elle vient de nous remontrer maintenant. Entonces, cuando se bate es el movimiento de la oración también. Entonces, se supone que cuando estamos batiendo el chocolate, el cacao, estamos colocando la oración ahí de lo que queremos para esa mujer. Parce que en fait, quand on bat en utilisant cet outil, avec nos mains, en fait, on est aussi en position de prière. Et donc, c'est aussi le moment pour
y mettre nos intentions et nos prières puisqu'on a les mains qui sont déjà dans cette position. Lo dejamos hirviendo por unos 10 minutos y ya, apagamos y servimos. Donc, on laisse bouillir 10 minutes et on éteint et on sert. ¿Sí? Si. Super. J'avais une autre question aussi, toujours de Marine, qui voulait en savoir davantage sur l'utilisation des plantes pour stimuler la fertilité. Est-ce que Lalita peut nous en dire un peu plus à ce propos? Hay otra pregunta de la misma mujer sobre las plantas para estimular la fertilidad. Si podéis decirnos más. Bueno, la fertilidad es un gran tema. De hecho, yo doy una formación solo de fertilidad, donde abordamos varios tipos de plantas, porque pues hay que evaluar el caso de cada persona, ¿no? Donc, la formation, c'est un sujet très vaste. Et de fait, Lalita, elle donne une formation uniquement à propos de la fertilité, où elle parle de nombreuses plantes, puisque c'est très délicat et en fait, c'est à évaluer en fonction du cas particulier de chaque personne. Entonces, les puedo mencionar algunas por encima que ayudan a regular el sistema hormonal, por lo cual van a ser buenas para la fertilidad, pero de nuevo habría que ver en el caso de esta pareja o de la persona que lo está buscando, como las hierbas que van a potenciar la fertilidad en ella. Donc, elle peut nous en mentionner quelques-unes qui en fait sont des plantes qui vont stimuler le système hormonal et donc être bénéfiques à la fertilité. Mais encore une fois, quand on sera face à une femme ou un couple, il faudra vraiment prendre en compte la situation particulière de ces personnes-là pour pouvoir choisir nos plantes de manière la plus appropriée. Entonces, la primera que les puedo mencionar así como por encima es el Vitex Agnus Castus. Se los escribí en el chat, 400 microgramos por día. Es mejor consumirla así, ya en polvo y en cápsula, y es buenísima para ayudar a regular el sistema hormonal. Donc, il y a une première plante dont elle va nous écrire, dont elle nous a écrit en fait, du coup, le nom dans le chat. Donc, c'est Vitex. Donc, 400 mg par jour. Et elle dit que c'est mieux de la consommer telle qu'elle en capsule en fait. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados con mujeres que no habían podido quedar embarazadas porque su ciclo estaba muy desregular. Entonces, simplemente consumiendo una cápsula de estas por día, por 15 días, ya se notaron los resultados. Et donc, avec cette plante, elle obtient des très bons résultats en fait avec des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants parce qu'elles avaient un cycle assez anarchique. Et avec une capsule de 400 mg par jour, elle a en fait réussi déjà à obtenir des très bons résultats sur une quinzaine de jours. Existe otra planta que es de la India, que es muy buena, que se utiliza en la Ayurveda, conocida como Shatavari. Donc là, il existe une autre plante qui vient de l'Inde et qui s'écrit Shatavari comme elle l'a écrit dans le chat. Y es una planta que también, de hecho, regula el sistema hormonal y también es afrodisíaca y entonces ayuda a recuperar a que la mujer tenga una libido, lo cual le permite también pues tener ese calor que le permita embarazarse. Cette plante régule également le système hormonal et en plus de ça, elle est aphrodisiaque. Donc, en fait, elle permet aussi à la femme de récupérer sa libido et de récupérer aussi cette chaleur qui va lui permettre de tomber enceinte. Y bueno, y por encima lo que les recomiendo a las personas que quieren gestar un bebé, una bebé, es primero desintoxicar su cuerpo y segundo, calentarlo con plantas calientes. Mes premières recommandations pour les personnes qui désirent en fait avoir un enfant,
D'abord, c'est de faire une désintoxication de leur corps et également de le réchauffer en consommant des plantes qui vont être réchauffantes. Entre ellas tenemos el jengibre, el romero y la canela. Donc, parmi les plantes réchauffantes, on a le gingembre, le romarin et la cannelle. Como plantas que ayudan a calentar el cuerpo, el organismo. Donc ça, ce sont des plantes qui aident à réchauffer le corps et tout l'organisme. Y luego una de las plantas por excelencia que ayuda mucho a que la gestación ocurra, a proteger la gestación y la fecundación son las rosas. Et une plante qui aide vraiment à tomber enceinte et puis à protéger ensuite la grossesse naissante, ce seront les roses. Entonces se pueden hacer baños de rosas. De hecho, las abuelas indican cuando queremos quedar embarazadas, tomar baños de rosas y canela los días de luna llena. Et en fait, du coup, on peut faire des bains de roses. Et de fait, les grands-mères, elles recommandent en fait quand on veut tomber enceinte de faire des bains de roses, de rosas y qué más? Canela. De rose et de cannelle tous les soirs de pleine lune. Y también se hacen tecitos, infusiones y la pareja los toma cuando van a estar juntos, de rosas y canela. Et également, on peut faire des tisanes de rose et de cannelle. Et le couple la consomme en fait quand ils vont passer un moment d'intimité ensemble. También recomiendan que cuando la pareja vaya a estar junta, por ejemplo en la casa, que si pueden colocar rosas por todo el cuarto o colocar en el difusor de aromas rosas también. Ellas dicen que eso ayuda bastante a que la fecundación ocurra. Et également, quand le couple va passer du temps ensemble, par exemple, quand ils vont être tous les deux à la maison, il est également conseillé en fait de disperser des pétales de rose et des roses un peu partout. Et même, on peut diffuser en fait des roses dans un diffuseur. ¿Sí? Bueno, eso como por encima, como pequeños tips de cositas que pueden ayudar para la fertilidad. Et en plus de ça, il y a quelques petits tips qui peuvent aider pour stimuler la fertilité. ¿Más preguntas? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, toujours posée sur le groupe par les femmes qui ne pouvaient pas être en ligne. Alors, il y a une question d'Alison qui voulait connaître le dosage précis des huiles essentielles pour la réalisation des ovules vaginaux. Voilà. Es una pregunta sobre los aceites esenciales. Una mujer que quiere saber exactamente cuál cantidad pones para hacer los óvulos. Bueno, yo la receta se los puse en la cartilla de ginecología, ¿cierto? Donc elle dit que la recette, elle apparaît dans le dossier de formation de gynécologie. Sí, pues lo que yo les recomiendo en la cartilla es que para 100 gramos máximo 2 gotas de aceite esencial. Et donc, comme précisé dans le dossier, pour 100 grammes, au maximum, on mettra 2 gouttes d'huile essentielle. Era eso, la cantidad de aceite esencial. No escuché, perdón. Sí, que era eso, como que pues ya lo dijimos, pero que también está en el manual que tú traduciste también. Donc voilà, elle dit, voilà, c'est ça. Elle l'a reprécisé, mais tout est en fait dans le manuel qu'on a reçu. Autre question concernant le syndrome des ovaires polykystiques. Alison voudrait savoir si c'est considéré comme une pathologie à traiter comme les kystes. Es una pregunta sobre el síndrome de los ovarios poliquísticos. Si es una patología que se trata de la misma forma que los quistes. Sí. Entonces, en el caso de los ovarios poliquísticos, hay 2 cosas que tenemos que hacer. La primera es
hacer una limpieza general del cuerpo, como lo vimos, como una desintoxicación del útero con las plantas que vimos. Alors, dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a deux choses qu'il va falloir faire. Donc, la première, c'est une désintoxication générale de tout l'organisme, et notamment de l'utérus, avec les plantes dont on a déjà parlé. Y tenemos que tratarla como los quistes. Entonces, ¿se acuerdan? Vimos el cataplasma de ricino. Ese cataplasma va a ayudar a que se eliminen y que se absorban los ovarios poliquísticos y a regular el sistema. Et de plus, on les traitera comme un kyste, notamment avec les cataplasmes de ricin, qui vont aider en fait à résorber le kyste et à réguler tout le système. Después de hacer la limpieza y de hacer el cataplasma, yo recomendaría que empiece a consumir el Vitex también para que el ciclo se mantenga regular, por lo menos consumirlo durante un mes. Et après avoir fait donc, cette désintoxication et avoir appliqué les cataplasmes, Y algo que es importante, además del uso de las plantas, obviamente es que ella entienda la raíz emocional y psicológica de los ovarios poliquísticos. Esther, on t'a perdu. Mince. Se cayó la señal. Permitió que hubiera más energía femenina que masculina y actividades, acciones que traigan nuevas energía masculina a su vida. et en fait, à quel moment est-ce qu'on a commencé à déséquilibrer nos énergies masculines et féminines, et à quel moment est-ce qu'on a commencé à faire des activités qui ont fait qu'on ait trop d'énergie féminine et d'énergie masculine, et du coup, en conséquence, réapporter de l'énergie masculine dans notre vie. ¿Sí? C'est bon? Oui. Voilà, bah pour les questions du groupe, c'est tout bon. Je vous laisse poser vos questions si vous en avez des plus précises ou différentes. Donc esas eran todas las preguntas en el grupo, y entonces ahora si la gente de acá tiene otra pregunta. J'avais une petite question sur la fertilité. J'ai pas tout suivi en fait parce que j'ai pas fait la deuxième formation. Mais là, quand vous parlez quand Lalita elle parle des plantes, etc., pour stimuler la fertilité, je voulais savoir ce qu'on pouvait prendre pour stimuler les oestrogènes. Entonces, Juliette tiene una pregunta también sobre la fertilidad, Sí. Porque ella no estaba acá en este momento y quiere saber cuáles son las plantas que podemos consumir para estimular los eustrógenos. ¿Los quiénes? Eustrógenos. Ah, los estrógenos. Bueno, hay una serie de alimentación, de hecho, les voy a pasar a escribir aquí. Okay. Entonces, a mí me gusta trabajar con aceites esenciales que ayudan a regular el nivel de los estrógenos. Donc, moi, j'aime travailler avec des huiles essentielles qui aident à réguler le niveau d'œstrogène. Entonces, dentro de ellos tenemos el geranio. ¿El qué? Geranio. Et parmi celles-ci, donc on a le géranium. Y bueno, como aceite esencial, pero también como plantas, ¿no? No sé, se dicen. Es que a veces se me olvida. Aussi en plantes. Ah, et là, elle se souvient plus, non? Hinojo. Él fue Neculum vulgari. Voy a ponerlo aquí el nombre científico. Et donc, le fenouil, voilà, en huile essentielle et en plante, en fait, à consommer.
Es una planta que tanto consumirla como en aceite esencial eleva los niveles de estrógeno. Donc, c'est une plante qu'on la consomme de manière alimentaire ou qu'on l'utilise en huile essentielle, elle va faire remonter le niveau des œstrogènes. Esa la podemos utilizar de las dos formas. Luego la salvia esclarea, sí solo la utilizamos en forma de aceite esencial. Donc celle-ci, on peut l'utiliser des deux formes et les autres huiles, on les utilisera seulement sous forme d'huile essentielle. Y la salvia la utilizamos tanto en difusor como en aceite para masajes. Et donc la sauge, qui est une huile qui va aider à faire remonter le niveau des œstrogènes, on l'utilisera autant en massage que dans un diffuseur. Eso diluida siempre en el aceite, ojalá que sea aceite de ajonjolí, es como el que más recomiendo. Et donc en massage, bien sûr, on la diluera dans une huile végétale et le mieux, ce sera l'huile végétale de sésame. Y pues una que para mí nunca falta, como en todo lo que tiene que ver con la mujer, son las rosas. También es igual, ayuda a regular los niveles hormonales en el cuerpo, entre ellos el estrógeno. Et donc, une plante que j'aime beaucoup utiliser du général pour les femmes, ce seront les roses. Y no escuché el final. De que, bueno, que las rosas ayudan a regular el sistema hormonal y entre ellos ayuda a regular el estrógeno y que es una planta que siempre recomiendo para todos los tratamientos de las mujeres. Parce que les roses, du coup, elles aident à réguler le système hormonal, également à faire remonter le niveau des oestrogènes et que, d'une manière générale, c'est une plante qui est très appropriée pour s'occuper du système hormonal féminin. Y otro alimento que les recomiendo mucho, que yo creo que se consigue ya en Europa, es la maca peruana. Cuando yo fui, yo vi que ya la vendían. Et un autre aliment que je recommande et j'ai vu qu'il se vendait aussi en Europe, c'est la maca péruvienne. Entonces la pueden utilizar en batidos, por ejemplo, hacer smoothies y va muy bien para la fertilidad y regular los estrógenos también. Et donc, on peut la mélanger à des jus ou à des smoothies et elle est vraiment très appropriée pour la fertilité et les oestrogènes. Igual después, tal vez más adelante, podemos ver la posibilidad de hacer la formación de fertilidad natural para que todo esto les quede más claro, porque ahí yo les explico el porqué de cada planta, protocolos, bueno, otras cosas para que puedan tener como más herramientas. Peut-être que dans un prochain temps, on pourra faire une formation spécifique sur la fertilité naturelle pour que vous ayez vraiment les outils et que ce soit plus clair pour vous et que vous puissiez vraiment faire les liens spécifiques en fait avec ce thème. Ok, merci. Du coup, j'avais une deuxième question. Juliette tiene otra pregunta. Sí, claro. Sur la première partie de la formation, il y avait deux schémas. Il y en avait sur donc, le cycle féminin, il y en avait un qui ressemblait à la roue de médecine et un autre qui était aplati en fait sur le cycle de 28 jours. Et sur les deux, il figurait les trois trucs ayurvédiques, la pitta, enfin les trois parties ayurvédiques, et sauf qu'ils n'étaient pas représentés aux mêmes endroits, donc j'ai pas compris en fait. Il y avait par exemple sur le schéma qui était aplati, au moment des lunes, il y avait, c'était pas du tout le même que sur le schéma arrondi. En la primera parte de ginecología ancestral, dice que había dos dibujos del ciclo femenino y uno redondito que se parecía a la rueda de medicina y otro plano. Y en estos dos aparecen las fases ayurvédicas, Pitta, Vata y Kapha, pero no aparecen en el mismo momento del ciclo. Pues en estos dos dibujos no aparecen en el mismo momento y entonces no entiende. Claro.
Sí, una de las cosas que yo les había explicado es que nunca una cosa es solamente una, ¿cierto? O sea, una situación o un momento no tiene solo una energía, sino es la combinación de varias energías. Donc, en fait, chaque moment n'est jamais marqué par une seule énergie. C'est toujours un mélange de plusieurs influences et de plusieurs énergies. Entonces, de hecho, voy a ver si puedo abrir aquí la presentación para que lo veamos Je vais más voir si elle a quelque chose. claro. Ouais, mais par exemple, tu vois, sur les menstruations, sur le schéma qui ressemble à la rhumétine, là, qui est tout rond, on est en plein dans Vata. Et sur le truc aplati, c'est moi qui comprends peut-être rien, hein. Les menstruations, elles correspondent complètement à Pitta. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Dice que, por ejemplo, por las menstruaciones, en el dibujo redondo corresponden a una perioda vata, pero en el plano es totalmente pita. Sí, sí, ya estoy abriendo la presentación para que lo veamos. Donc là, elle ouvre en fait le dossier pour qu'on regarde. Désolée, hein, Je m'absente 1 minute pour aller chercher un casque parce que c'est vraiment, vraiment la grosse tempête et j'entends plus rien. Voy 1 minuto para buscar un casco porque con la tormenta ya no entiendo nada. Vale. Esperamos a que vuelva a estar y hablamos de eso. Pues acá estoy. ¿Listo? Sí, mucho mejor. Buenísimo. Entonces, bueno, aquí tenemos el diagrama, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos de la menstruación. Entonces dijimos que es un periodo vata, ¿cierto? Aire y éter. Donc, sur ce schéma, on parle de la menstruation. On voit bien effectivement que c'est une période vata, donc air et éther. Y hablamos que justamente el cuerpo en ese periodo está más seco, que la mujer tiene más frío. Hablamos de las características. Donc, si on parle des caractéristiques, en fait, dans cette période, le corps de la femme, il est plus sec, il est plus froid. Que tiene más sueños, más visiones, conecta más con el mundo de la intuición también. Donc, on a plus de rêves, plus de visions. On se connecte plus au monde de l'intuition. Y así como en el invierno, ¿cierto? En la menstruación es un periodo de introspección y de descanso porque no tenemos tanta energía física. Et donc, de la même manière qu'en hiver, la menstruation, c'est un moment d'introspection et de repos parce qu'on n'a pas tant d'énergie physique que ça. Pero entonces no es solamente no solamente Vata, sino es Vata Pitta, ¿cierto? Porque es el momento en el que sangramos. Donc en fait, c'est pas seulement Vata, mais ça va être Vata Pitta parce que c'est aussi le moment où on saigne. Entonces Pitta es el calor, es el fuego y es el agua. Donc Pitta, c'est la chaleur, c'est le feu et c'est l'eau. A mí me encanta ver a las niñitas tan lindas los dos. Bueno, entonces lo que más representa Pitta es la sangre, porque es caliente, ¿cierto? O sea, el elemento fuego y es líquida al mismo tiempo. Donc en fait, ce qui représente le mieux Pitta, c'est le sang, parce que c'est chaud et c'est liquide. Entonces tenemos que la fase de la menstruación es una fase Vata,
¿cierto? Todas las condiciones corporales, mentales, psicológicas son vata. Donc en fait, cette phase de menstruation, effectivement, elle est vata, parce que tous nos états physiques et émotionnels, ils sont vata. Y es pita al mismo tiempo porque estamos sangrando. Entonces hay un calor líquido que está saliendo de nuestro cuerpo. Et en même temps, elle est pitta parce qu'on saigne et qu'il y a de la chaleur liquide qui sort de notre corps. Entonces, todo el ciclo es una combinación de estos dos, lo que estábamos hablando. Entonces, la fase folículo estimulante, ¿cierto? Que es la que estamos viendo acá. Donc en fait, tout le cycle, c'est une combinaison de différentes énergies. Donc par exemple, la phase folliculaire, qui est celle qu'on voyait en vert. Que la vemos acá, que es como una fase kapha, ¿cierto? En su mayoría. Et donc on la voit sur ce schéma arrondi. Donc c'est une phase kapha pour sa majorité. Al mismo tiempo, ella tiene un periodo que sería el final, ¿cierto? Que tiene un poquito de ese pita por tener como esa sangre todavía, ese finalcito de la sangre. Et donc elle a aussi une petite partie qui est en pitta, parce que donc c'est la fin en fait de ce saignement. ¿Cierto? Entonces, y lo mismo, entonces es una combinación de energías, ¿no? Tenemos que la fase lútea, ¿cierto? En este diagrama. Donc c'est toujours une combinaison d'énergie. Donc par exemple la phase lutéale dans ce diagramme-là. Estamos viendo que corresponde a la fase vata. On voit qu'elle est totalement en énergie vata. Porque es el momento en el que a partir de la ovulación es el momento del viaje, que hay un movimiento. Vata representa el movimiento. En fait, à partir de l'ovulation, c'est une phase de mouvement, de voyage. Vata, il représente le mouvement. Entonces decimos que la fase lútea es una combinación entre la fase Pitta Vata y la fase Vata Vata. Donc en fait, la phase lutéale, c'est une combinaison entre Pitta Vata et Vata Vata. Entonces, cada fase del ciclo no es una sola cosa. Tenemos fases Pitta Vata, Vata Vata, Vata Pitta. Donc en fait, à chaque moment du cycle, ce n'est jamais une seule chose. On a des combinaisons Pitta Vata, Vata Vata, Vata Pitta. Y eso tiene que ver también con la temperatura de nuestro cuerpo. Et donc ça, c'est aussi relié à la température de notre corps. ¿Sí? ¿Se va más claro? Ok, super. Merci beaucoup. Ouais, c'est plus clair? Ouais, super, merci. Sí, muchas gracias. Alors, moi, j'ai une question concernant le tissage du sac pour représenter le placenta. Je voulais savoir si c'était quelque chose qu'on pouvait faire de manière totalement intuitive ou si elle proposait, je crois, de faire plutôt au crochet une forme de placenta. Est-ce qu'il faut, voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des modèles ou des choses comme ça? C'était un peu flou dans ma tête. Merci. Es una pregunta sobre la bolsita que podemos tejer para representar a la placenta. Pregunta si hay alguna forma en particular hacerla o si la podemos hacer de forma totalmente intuitiva o si hay modelos que podemos seguir. Pues te preguntaba, ¿qué onda? Sí. No, cualquiera, realmente no hay una regla específica de cómo tejer esa bolsita de placenta para hacer ritual. Puede ser tanto en crochet como en 2 agujas o aguja capotera. Lo importante es que sea la mujer la que lo teja. O sea, yo estoy reivindicando eso, entonces yo soy la que lo tiene que tejer. Es lo que es importante. Donc elle dit en fait il n'y a aucune règle qui concerne la manière de la tricoter. On peut la faire tout autant en crochet qu'avec 2 aiguilles, que de toute autre manière. La seule chose qui vraiment est importante, c'est que ce soit la femme concernée
qui la tricote. Donc, c'est-à-dire c'est ton propre chemin et c'est toi qui fais ce tricot en fait. Porque en la tradición se dice que cada vez que hacemos un punto, sea en crochet, sea en 2 agujas, sea la técnica que sea que escojamos, estamos colocando nuestro pensamiento ahí. Parce que, en fait, traditionnellement, on dit qu'à chaque fois qu'on fait un point, que ce soit en crochet ou n'importe quelle autre technique, on place notre pensée dans ce point. Entonces, por eso es importante que la mujer lo teja, porque lo que ella está tejiendo es su pensamiento de conectar con esa memoria de la placenta. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit la femme qui le fasse, parce que du coup, à chaque point, elle met sa pensée dans sa connexion avec ce chemin, avec ce placenta. Entonces, como les mostré, está la opción de hacer como la réplica de la placenta pequeña, como que se teje la placenta pequeña, o se puede hacer tipo mochila. Donc, comme elle nous a montré, on peut soit faire quelque chose qui ressemble à un petit placenta, soit faire un sac. Porque la mochila representa la placenta. Parce que du coup, le sac, symboliquement, ça représente le placenta. ¿Sí? Ouais, c'est bon? Sí, gracias, muchas gracias. Alors, moi, j'avais d'autres questions que j'ai retrouvées. Il y avait une question de Catherine qui demandait s'il est possible de détecter un placenta previa sans échographie. Entonces era una pregunta sobre la placenta previa y se puede detectar sin hacer ecografía. Sí, porque generalmente las placentas previas son de riesgo, o sea, presentan una situación de riesgo en la mujer. Alors oui, parce que généralement, le placenta prévia, en fait, c'est une situation à risque, c'est-à-dire qu'elle représente un risque pour la femme. Entonces, generalmente cuando hay placenta previa, va a haber sangrado. Donc, en fait, généralement, quand il y a un placenta prévia, il va y avoir des saignements. Y puede haber dolor también. Et parfois des douleurs aussi. Y contracciones. Et des contractions. Entonces, sí, generalmente vas a darte cuenta antes de hacer un ultrasonido, una ecografía, lo que sea, porque estás sangrando. Es la principal razón, o porque tienes contracciones muy fuertes e intensas. Donc, en fait, en général, on va s'en rendre compte avant de faire tout examen visuel, parce que on va saigner ou parce qu'on va avoir des contractions assez fortes. Como hacen las abuelas y las campesinas, donde no tienen acceso a ecografías, a ultrasonidos, es que cuando tienen estos síntomas, ya empiezan a tratarlos. Donc, en fait, les grands-mères qui vivent dans des endroits où il n'y a pas accès à des examens médicaux, quand elles voient ce genre de symptômes, elles commencent tout de suite, en fait, à s'en occuper et à les traiter. Entonces mandan a la mujer a que tenga reposo, a que suba las piernas, que no haga fuerza. Donc en fait, elle recommande à la femme de se reposer, de se mettre avec les pieds en l'air, de ne pas faire de travaux de force. Que hablen todo el tiempo con su placenta y le pidan que por favor se mueva, a entender por qué tienen la placenta previa pues desde la somática. Et également qu'elle communique avec son placenta et qu'elle lui demande en fait de se déplacer dans l'utérus et qu'elle réfléchisse à pourquoi elle peut avoir ce placenta previa d'après les liens psychosomatiques. Y otra cosa que hacen es que le piden a las mujeres que tejan su mochila. Et à ce moment-là, elle demande à la femme aussi de tricoter leur sac. Y cada vez que ellas van tejiendo la mochila o una placenta, igual como el ritual para reivindicar como esa conexión, en cada pensamiento ellas le colocan que por favor la placenta se salga del canal. Et donc en fait, à chaque point qu'elles font pour coudre ce sac ou pour coudre le petit placenta, comme on peut faire dans le rituel pour se reconnecter à son placenta,
qu'elles mettent une demande pour que le placenta en fait se déplace et quitte le col de l'utérus. Y cuando ya terminan de tejer la mochila, la placenta, que puede ser algo pequeño, la colocan en un lugar alto de la casa. Et donc, quand elles terminent leur ouvrage, elles l'accrochent à un lieu en hauteur dans la maison. Y esto es para que la placenta se mantenga arriba del útero y no bloquee el canal uterino. Et donc ça, c'est pour que le placenta se maintienne en haut de l'utérus et ne vienne pas bloquer le canal de sortie. Esto es lo que se hace cuando no hay como asistencia médica cercana o en los pueblos o bueno, en las parteras tradicionales, son los cuidados que suelen tener. Donc ça, voilà, c'est ce qui se fait quand il n'y a pas accès à des soins médicaux proches ou dans les villages éloignés. Et donc c'est ce que les accoucheuses et les soignantes, elles préconisent. Y de hecho es la única solución, porque por la ciencia lo máximo que te hacen es, te dejan reposando, que no hagas esfuerzos y te quedas quietica y generalmente te programan cesárea. Et en fait, c'est la seule chose qu'on peut faire. Parce qu'en médecine, la seule chose qu'ils vont dire de faire, c'est de se reposer, de rester très très calme. Et du coup, généralement, ils vont programmer une césarienne. ¿Sí? Voilà. Una otra pregunta. Toujours Catherine. Est-ce que l'on peut faire un bain de vapeur durant les lochis? Otra pregunta, si se puede hacer baños con vapor durante las menstruaciones. Pues Ah non, yo, les lochis, c'est... Les saignements après l'accouchement. Les saignements après l'accouchement, pardon, ouais. No, durante pues, el postpartum, cuando está sangrando la mujer después del parto. sí, entonces lo que yo les decía es que dependiendo de cada mujer va a depender el tiempo en que hacemos ese temazcal humano, ¿no? Donc en fait, ce sera en fonction de chaque femme qu'on va choisir le moment où on va faire ce temazcal humain. Entonces en México a partir del cuarto día ya te están haciendo te entran al temazcal. Et au Mexique, à partir du 4 jours, ils commencent déjà à faire ces petits temazcals. Pero a mí me gusta acá, con las mujeres que yo acompaño, a partir del séptimo día. Et moi, je préfère ici, avec les femmes que j'accompagne, le faire à partir du 7e jour. Porque es normal que haya un sangrado, ¿cierto? Que son los loquios, entonces ellos van a estar y es necesario que salgan. Necesitamos que salgan para que el útero se pueda contraer y volver a su tamaño. Donc en fait, c'est normal, donc ces saignements, ils sont normaux. Les loquets, elles sont nécessaires pour que ce qui reste dans l'utérus sorte et que l'utérus puisse se contracter et retrouver sa forme, sa taille initiale. El problema es cuando hay hemorragias. Donc le problème, c'est quand il y a des hémorragies. Entonces, generalmente si la mujer ya tuvo una hemorragia posparto, pues con ella vamos a tener un especial cuidado y vamos a esperar hasta que los loquios, estas pérdidas de sangre, sean normales, que no sean hemorragias. Donc en fait, généralement, si la femme a eu une hémorragie juste après l'accouchement, on va y faire spécialement attention, on va attendre que ces loquis soient vraiment des saignements normaux et ne soient plus hémorragiques. Es muy diferente tener hemorragias a tener un sangrado normal de posparto. Parce qu'il y a une grande différence entre avoir une hémorragie et avoir un saignement normal du postpartum. Entonces, en caso de hemorragias, no lo hacemos y de hecho tomamos varias hierbas y plantas y cosas para detener la hemorragia. Et en fait, en cas d'hémorragie, du coup, on ne va pas le faire et on va consommer des plantes pour contenir l'hémorragie. Pero si es un sangrado normal de posparto, hacemos todo el proceso igual del temazcal humano. Mais si ce sont des saignements normaux du postpartum, alors on fera le temazcal humain sans problème. Voilà.
Bonjour, j'avais une question qui concerne justement la phase en dehors d'une grossesse et si justement Lalita elle avait des pratiques et des plantes pour tonifier l'utérus soit en tant que dans une éventuelle grossesse ou aussi en tant que dynamisation de notre état de femme. Voilà, on est un utérus tonique et surtout planticulaire. Entonces, afuera del embarazo, ¿tienes técnicas o plantas que recomiendas para tonificar el útero que sea para tenerlo tónico o para el ser mujer? Sí, sí, eso lo hablamos en la formación de ginecología y vimos plantas que son tónicas para el útero como la artemisa. Donc, dans la formation de gynécologie ancestrale, on a vu des plantes qui sont toniques pour l'utérus, et notamment l'armoise. Como la artemisa, la raíz de dong quai. Donc, l'armoise, la racine de Don Quai. Sí, la hoja de damiana. La feuille de damiana. La hoja de frambuesa. La feuille de framboisier. Y el vitex también, el Acnus castus también tonifica el útero. Et le vitex, dont on a parlé tout à l'heure, qui aussi est tonifiant l'utérus. Est-ce qu'elle a justement aussi des pratiques, des exercices physiques aussi pour les femmes vraiment en dehors pour aller chercher cette mobilité au niveau de l'utérus ou une tonicité? Parce que des fois aussi, on le voit après chez les femmes, il y a une tendance, notamment après les grossesses, il y a un relâchement, il y a presque une descente progressive d'organes en fonction du vécu de chacune et de l'état de tonique de base. Et est-ce que justement elle a des choses particulières pour éviter cet état et à vraiment avoir cet état permanent d'une belle tonicité qui est aussi une forme de souplesse et de réactivité? Pues si tienes técnicas o movimientos, ejercicios físicos para tonificar el útero afuera del vaso, para tenerlo siempre tónico, pues que siempre tenga esta vibración y también para, por si acaso, preparar un embarazo. Sí, sí. Lo que dicen las abuelas, bueno, hay dos cosas que pues ayudan muchísimo a tonificar el útero. Hay varias, pero bueno, una de las cosas que ellos dicen es masajearlo, entonces con aceite de ajonjolí, porque es un aceite caliente, entonces siempre hacerle masajes por lo menos una vez a la semana, si pueden 2 o 3, siempre masajear el área del útero, del vientre, ¿no? De todo el útero, de los ovarios, con aceite caliente como ajonjolí. Donc, une des premières choses, en fait, c'est de le masser régulièrement, donc au moins une fois par semaine, avec une huile chaude. Donc, elle recommande l'huile de sésame. Donc, de masser toute la zone, en fait, du ventre qui est sur l'utérus et les ovaires. Todas las danzas que tienen el movimiento, como la danza del vientre, la danza africana o la cumbia, todas estas danzas que mueven toda la parte del vientre ayudan a tonificarlo también. Et toutes les danses, en fait, ils font bouger toute cette zone du ventre. Donc, par exemple, la danse du ventre ou les danses africaines ou la cumbia, elles aident également à tonifier l'utérus et à le mobiliser. También dicen, aquí en la tradición dicen que los orgasmos ayudan a tonificar el útero. Et ici aussi, dans la tradition, on dit que les orgasmes aident à tonifier l'utérus. Y bueno, que prácticas además de las plantas, pues esas son las que se recomiendan. Donc voilà, ça, ce sont les techniques qui, en plus des plantes, sont recommandées pour tonifier l'utérus. O cataplasmas calientes de maíz. Donc on peut faire aussi des cataplasmes chauds de maïs. Se hace con la harina del maíz, se calienta. Donc en fait, on le fait avec la farine de maïs, on le réchauffe. Y artemisa. Et de l'armoise.
y se coloca encima del útero y dice que además de nutrirlo, lo fortalece. Et donc, on l'applique au-dessus de l'utérus et en plus de le nourrir, ça le renforce. Sí, eso. Voilà, c'est ça. Je peux poser une autre question? Là, du coup, elle parlait d'armoise. Je voulais savoir si... on m'a dit que l'armoise, c'était abortif et que ça pouvait aussi servir de contraceptif, mais à quel dosage? Escucho que Artemisia es abortiva y también puede ser utilizada como contraceptivo. Y quieres saber en cuál cantidad. Sí, lo que pasa es que la artemisa tiene que ser utilizada para tonificar y limpiar el útero, pero si la persona quiere quedar embarazada, no debe usarse en la fase fértil. Donc l'armoise, on va l'utiliser pour tonifier l'utérus, mais si la personne veut tomber enceinte, on ne l'utilisera pas pendant la phase fertile. Porque la artemisa es oxitóxica. Entonces lo que hace la oxitocina es este movimiento del útero, ¿cierto? Por eso lo tonifica, porque estimula el movimiento. Donc en fait, l'armoise, elle est ocytocique et ce que fait l'ocytocine, c'est de contracter l'utérus. Et donc c'est en ça qu'elle va aider à le tonifier. Entonces, si tú consumes una dosis alta de artemisa, cuando quedaste embarazada en el proceso de la fecundación, la anidación, vas a tener contracciones, que son estos movimientos de tonificación del útero. Donc en fait, si tu as consommé une dose élevée d'armoise pendant la phase fertile et qu'il y a eu fécondation, en fait, au moment de l'anidation et les tout premiers moments de la grossesse, l'utérus, il va contracter en fait. Entonces no va a permitir la anidación, va a hacer que el óvulo, si fue fecundado, salga porque la contracción no permite que nada se enraíce adentro del útero. Donc en fait, elle ne va pas permettre l'anidation. Et, parce que l'utérus, en se contractant, en fait, il va faire en sorte que tout sorte et que l'anidation ne se passe pas. Por eso es considerada como anticonceptiva y abortiva, porque no permite que nada se adhiera. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme comme contraceptive et abortive, parce qu'elle ne permet à rien de rester dans l'utérus. Pero para que ella sea anticonceptiva, ¿cierto? Tiene que ser utilizada en dosis altas. Mais pour avoir cet effet contraceptif, elle doit être utilisée à des doses vraiment élevées. ¿Vale? Entonces no es como simplemente porque olí algo de artemisa o algo así que va a tener una pérdida gestacional, un aborto, y sí porque consumo un té concentrado de artemisa. Donc c'est pas parce que on a senti l'odeur de quelque chose préparé avec de l'armoise qu'on va perdre une grossesse en cours ou quoi. Mais par contre, ce sera plutôt parce qu'on a consommé une tisane fortement concentrée en armoise, par exemple. Entonces, si la artemisa te puede ayudar con la fertilidad, si la utilizas en la fase que no estás fértil, pero también te puede producir una pérdida gestacional si la utilizas en tu fase fértil. Donc, en fait, l'armoise, elle peut être utilisée pour aider à la grossesse si on l'utilise en dehors des phases fertiles. Mais elle sera contraceptive si on l'utilise pendant nos phases fertiles. Sí. Est-ce que c'est bon? Oui, super. J'ai une autre question du coup. C'est super y tengo otra pregunta. Je voulais savoir si elle avait déjà été amenée à accoucher des enfants qui ont une pathologie type extrophie vésicale ou spina bifida. Extrophie vésicale, t'as dit? Ouais. Alors ça, je ne sais pas le traduire. Mais... Alors vésicale, c'est la vessie, donc bladder extrophia, je pense, en anglais.
S'il y En fait, c'est des enfants a, ouverts, si tu veux, qu'on le ventre ouvert, soit au niveau de la vessie, soit au niveau du dos. si ya pasó un parto con un niño que tenía espina bífida o el vientre abierto con la vejiga un poco afuera. No sé cómo Sí, se llamaría este. ¿Sí? ¿Te suena? sí, sí bueno, esto se puede dar la principal razón es por la ausencia del ácido fólico durante la gestación. Donc ça, la première cause, en fait, c'est le manque d'acide folique pendant la grossesse. Por eso sí, por eso las mujeres cuando quieren buscar quedar embarazadas, o sea, desde antes de embarazarse y durante el embarazo, tienen que consumirla en su forma activa. Donc c'est pour ça que quand les femmes ont pour projet de tomber enceinte et au début de la grossesse, elles doivent consommer une forme active. Sí, perdón. Que es conocido como metilfolato. Qui s'appelle le méthylfolate. Entonces es la forma que el cuerpo consigue absorberlo y se previenen problemas de malformación durante la concepción. Donc en fait, ça c'est la forme sous laquelle le corps peut absorber cette vitamine et ça vient éviter les malformations. Otra de las causas es golpes durante la gestación, mujeres que tuvieron caídas fuertes o que fueron golpeadas, que pasaron por algún tipo de violencia, de alguna forma pasa también, que se caen de escaleras. Donc une autre cause possible en fait, c'est des chocs pendant la grossesse. Donc une femme qui est tombée ou qui est tombée dans les escaliers ou qui s'est fait frapper ou qui a subi n'importe quelle sorte de violence. Y bueno, y básicamente si tienes una nutrición adecuada, balanceada, sin transgénicos, eso también disminuye las posibilidades de que pase esto. Donc en fait, si tu as une alimentation appropriée, bien équilibrée et sans OGM, ça diminue très fortement les probabilités que ça arrive. Pero la principal es por la ausencia de ácido fólico en el cuerpo de la mamá. Et vraiment, loin devant, la principale cause, c'est l'absence d'acide folique dans le corps de la maman. Pero acordarse siempre de consumirlo en su forma activa, que es el metilfolato, porque si no el cuerpo no lo absorbe, no lo digiere. Mais il faut bien se rappeler vraiment de le consommer sous sa forme active, donc le méthylfolate, parce que sinon le corps il l'absorbe pas. En fait. C'est un médicament ou c'est par des... On peut en manger dans des légumes, des choses comme ça, on peut en retrouver dans des aliments? C'est la B9 en fait. Me pregunta si es un medicamento o si se encuentra en alimentos. Está en alimentos, pero la cosa con la gestación es que la demanda es muy alta, ¿cierto? Entonces, lo que se recomienda hoy en día es que se consuma el suplemento, que es natural también, ¿cierto? Es un suplemento natural, pero se recomienda consumirlo en comprimidos porque es muy alta la demanda durante la gestación. En fait, on en trouve dans les aliments, mais au cours de la grossesse, les besoins ils sont tellement élevés qu'il est recommandé de se supplémenter donc avec des compléments naturels, donc sous forme de comprimés, pour en avoir suffisamment en fait. Ok. Bien. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lalita? Non? Vamos a hacer unos 2 cantos para terminar, si no hay más preguntas. Donc s'il n'y a pas plus de questions, on va faire quelques chants pour clôturer.
Je ne sais plus si on en avait parlé, mais est-ce que tu as des rites de passage au niveau des femmes pour les premiers cycles, pour les jeunes filles? Et est-ce qu'il y en a également pour les femmes qui passent en ménopause, qui arrivent dans cette fin de phase de cycle en fait? Voilà, et s'il y a d'autres choses. Dans les étapes de rituel de la femme. ¿Y conoces o recomiendas rituales para las chicas que tienen su primera regla? Y también para las mujeres que llegan al final de la vida menstrual cerca de la menopausia. Sí. Estos rituales de vida. Sí, sí, pues es que es muy amplio, pero si lo podemos hablar esto como por encimita. Cuando llega la primera menstruación, pues hay varias prácticas. La primera es una, ¿cómo se diría? Se honra la sangre de la niña, ¿cierto? Entonces existen algunos rituales y ceremonias en las que se guarda esta sangre o se seca, ¿cierto? Para crear amuletos. Donc c'est un sujet extrêmement vaste, mais on peut l'effleurer. Donc un des premiers rituels pour les premières règles, ça consiste en fait à honorer le sang de la jeune fille. Et donc on conserve ce sang et on essaie de le sécher pour en faire des amulettes. Entonces, por ejemplo, cuando llega esta primera menstruación, se acostumbra a entregar como elementos, como símbolos para la niña. Donc quand ces premières règles arrivent, no entendí, ¿qué hacemos? Que lo entregamos símbolos. Símbolos o elementos. Donc on lui remet en fait des symboles ou des éléments. Como la mariposa, como la rana, como el unicornio. Donc par exemple, comme un papillon ou une grenouille ou une licorne. Y son elementos que se le entregan para que ella empiece a entender lo que significa el poder de la transmutación, de los sueños, de la intuición, del poder creativo. Donc ce sont des éléments qu'on lui remet pour qu'elle commence à se connecter et à comprendre en fait ce que ça veut dire que cette énergie de la création et du pouvoir intuitif que va lui apporter les règles. Generalmente las celebraciones van a depender de la niña. Si ella es más tímida, son celebraciones más íntimas con la familia, pero si ella es más extrovertida, se hacen como grandes reuniones comunitarias. Donc en fait, le type de célébration va dépendre du caractère de la jeune fille. Si c'est une jeune fille assez timide, ce sera une réunion très intime avec les membres de la famille proche. Mais si c'est une jeune fille extravertie, ça peut être une grande réunion avec toute la communauté. Se le entregan ropas especiales, como que simbolicen que ahora ella hace parte de la tribu de las mujeres, generalmente ropas rojas. Donc on lui remet des vêtements spéciaux qui portent la signification en fait qu'elle rentre dans le clan des femmes, elle est reconnue comme une femme. Et généralement, ce sont des vêtements rouges. En algunas comunidades es cuando a las mujeres se les perfora las orejas, que es como el momento en que ya empiezan a portar amuletos. Los aretes son amuletos. Donc en fait, dans certaines communautés, c'est à ce moment-là qu'on perce les oreilles des jeunes filles et qu'elles peuvent commencer à porter des boucles d'oreilles. Et les amulettes, ce seront des boucles d'oreilles. Y también obviamente pues es un día en que se hace una ceremonia, se celebra a la Gran Madre, se le enseña a sembrar la luna. Donc c'est aussi un jour où on va faire une cérémonie, on honore la Grande Mère et on apprend à la jeune fille à célébrer les lunes et à les honorer. Esto así como por encima, ¿no? Como, porque bueno, se puede profundizar mucho y es un tema en el que yo cuando doy clase de eso, como que nos duramos como una media hora por lo menos hablando del tema. Donc voilà, ça c'est vraiment pour en général.
que c'est un thème en fait sur lequel moi je peux parler pendant plus d'une demi-heure quand vraiment on approfondit ce thème-là en particulier. Y en relación con la plenipausia, cuando se les va la luna a las mujeres, pues es un momento demasiado importante también. Et donc, par rapport à la plénipause, donc, quand les lunes commencent à disparaître chez les femmes, c'est également un moment de très grande importance. Se dice que la mujer empieza, en vez de entregar su sangre, que es el poder, ¿no? La sangre representa el poder, la sabiduría, la creación. En vez de entregarlo, lo retiene dentro de su cuerpo. Donc en fait, on dit que la femme, au lieu de délivrer son sang et de laisser sortir, donc ce sang qui signifie le pouvoir, la sagesse et la création, elle va commencer en fait à le retenir à l'intérieur d'elle-même. Y esa sabiduría se refleja en su cuerpo también a través de su cabello. Su cabello se vuelve blanco como los rayos de la luna, o plateado. Et donc, cette sagesse, en fait, elle va également se refléter dans sa chevelure, qui va devenir blanche ou grise, et qui reflète le reflet de la lune, en fait. Entonces, cuando una mujer le deja llegar su luna, se hace una gran fiesta en la comunidad, porque ahora se tornó una mujer sabia. Donc, à ces femmes qui cessent d'avoir leur lune, on fait une grande cérémonie dans la communauté, parce que ces femmes, en fait, deviennent des femmes sages. Se le entregan símbolos de sabiduría, como es el bastón de la palabra. Donc, on leur remet des symboles de sagesse, comme par exemple le bâton de parole. Pero pues nosotras, fuera de las comunidades y eso, se pueden entregar símbolos como dijes de luna o como ropas blancas. No entendí. Que eso en las comunidades, que se entrega el bastón de la sabiduría. Pero, por ejemplo, una ritual, ceremonia en la ciudad o hasta que no sea como la comunidad, se entregan otro tipo de símbolos. Por ejemplo, un collar, ¿cierto? De la luna, o se entregan ropas blancas también que representan la sabiduría. Donc le bâton de parole, c'est quelque chose qui se remet en fait dans le cadre des communautés. Mais quand on fait cette cérémonie en dehors des communautés, par exemple pour les femmes qui sont en ville, on leur remet d'autres types de symboles. Par exemple, ça peut être un collier qui représente la lune ou des vêtements blancs. Entonces, estas ceremonias se acostumbran a hacerse o en luna llena o en luna nueva, las de las mujeres de la plenipausia. Donc, ces cérémonies de plénipause, généralement, on les fait soit à la pleine lune, soit à la nouvelle lune. Y también se acostumbran a entregar velas blancas representando la sabiduría que esta mujer comienza a anclar y que ella misma se transforma en la luz que guía a otras mujeres. Donc, il y a aussi une coutume de remettre des bougies blanches qui représentent donc cette sagesse que la femme commence à accumuler, et également parce qu'elle devient en fait une flamme qui transmet cette sagesse aux autres femmes de la communauté. Cuando una mujer llega a la plenipausia, está apta para guiar otras mujeres, ¿no? Se vuelve una abuela. Donc, quand une femme arrive à la plénipause, elle devient apte à guider les autres femmes. Elle devient une femme sage. Entonces, generalmente se le ofrece una silla de honor durante la ceremonia, decorada, como un lugar especial. Se le pide que comparta la palabra, hablando de su experiencia. Donc, généralement, on lui réserve un siège d'honneur dans la cérémonie qu'on a décorée. Et on lui demande qu'elle parle, en fait, qu'elle partage son expérience. Y siempre cantamos y bailamos. Et toujours, on chante et on danse. Tanto para la plenipausia como para la menarca. Que ce soit pour la plénipause ou pour les ménarches. Voilà.
Entonces, ¿les parece además si hacemos unos canticos para encerrar, para finalizar? Est-ce que ça vous va si on fait quelques chants pour clôturer? ¿Sí? Ouais. Merci. Muchas gracias, Lalita. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, Lalita m'a dit qu'elle avait posé la question aux grand-mères pour le Tchoumbé, donc je vous tiendrai au courant dès que j'ai l'info. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, si ça vient, à les poser sur la page Facebook. Ok. Ce que je voudrais dire, c'est juste un grand merci à Lalita pour cette transmission des grands-mères qui nous permet d'accéder en fait à d'autres sagesses, à d'autres connaissances qui sont pas forcément encore actives chez nous. Mais je sens que c'est un moment important où il y a justement toutes ces traditions qui remontent et qui ont besoin d'être partagées par beaucoup d'entre nous et de plus en plus d'entre nous, en tout cas les femmes. Et je suis consciente que c'est de notre initiative d'abord de porter pour qu'encore d'autres choses s'ensemencent auprès d'autres femmes, mais aussi auprès des hommes sur la Terre en général. Pues de Martín dice que ella agradece mucho por todo lo que nos transmitiste, por toda la sabiduría de las abuelas y todos los saberes, y que acá no están tan vivos, pero ella siente que ahora es un momento muy importante porque cada vez más gente quiere sembrar estas semillas y que ahora es también nuestro papel sembrar estas semillas en otras mujeres, otros hombres, para que viva todo este. Qué linda. Muchas gracias. Sí, así es. Ustedes ahora son multiplicadoras de semillas. Donc elle te remercie et elle est très touchée. Et elle dit que c'est ça, en fait, maintenant, nous aussi, on est des multiplicatrices de ces petites graines. Sobre todo ella con ese hermoso cabello blanco que tiene, Luna. Et par-dessus tout, toi, avec cette magnifique chevelure blanche que tu as. Bueno. Creo que María había dicho algo de los chumbes. Yo ya estoy hablando con las mujeres que los hacen. Entonces, apenas me respondan, les escribo en el grupo del Facebook, yo creo, o les escribo por Mari para ver cómo organizamos para que les lleguen a ustedes. Donc, effectivement, Marie, elle a entendu que tu parlais des chumbes. Donc, elle est en contact avec les grands-mères qui les font. Et donc, dès qu'elle a la réponse, elle m'écrit soit sur le groupe, soit à toi pour voir comment on s'organise pour que ça nous arrive à nous. Habríamos que definir cuántas van a querer. Yo les digo ya los precios, apenas ella me responda y organizamos eso. Donc, il faudrait qu'on définisse vraiment combien vont en vouloir. Et elle nous dira les prix, en fait, dès qu'elle a la réponse des artisanes. Ok. Et comme ça, on s'organise. Super. Parfait. Merci, Lalita. Merci. Gracias, muchas gracias a ustedes, chicas, por la presencia, por el cariño, por sus sonrisas. Mil gracias y bueno, que nos sigamos viendo más. Ouais. Merci Esther pour la traduction. Merci. Avec grand plaisir. Gracias Esther por traducirnos, por hacer ese puente. Bonne soirée à toutes. Bueno chicas, nos vemos el próximo año.
Chao. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you.